Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'Europe à l'heure américaine. Nicolas de Lamberterie évoquera l'inquiétude de Bruxelles et des États européens face à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous reviendrons ensuite sur la circulaire Retailleau qui vise à réduire les régularisations de clandestins. Et nous resterons dans le domaine sécuritaire avec un point sur la guerre des narcotrafiquants à Marseille. En voulant redonner son prestige à l'Amérique, Donald Trump va-t-il achever une Europe économiquement en déclin? Décryptage de Nicolas de Lamberterie et de Philippe Murer. À peine de retour aux affaires, Donald Trump a multiplié les décrets et les déclarations fracassantes avec une apparente détermination beaucoup plus importante que lors de son premier mandat. Outre les décisions chocs sur le retrait de l'OMS, le retrait des accords de Paris ou la déclassification des dossiers relatifs aux assassinats des frères Kennedy et de Martin Luther King, Trump a également annoncé la couleur sur les questions économiques, évoquant la possibilité de mettre en œuvre des droits de douane pour l'Union européenne et la Chine. La volonté affichée du président Trump est de rééquilibrer une balance commerciale américaine qui est en déficit constant et de plus en plus prononcé depuis le début des années 1970. Trump a toujours dit qu'il voulait réindustrialiser les États-Unis, car l'industrie est la clé de la richesse d'une nation et la clé de salaires corrects. L'industrie américaine est maintenant plus petite que l'industrie chinoise. L'Amérique lutte contre la Chine pour la prééminence mondiale. L'industrie est, avec la technologie, une des clés de la domination mondiale. Tout le monde a compris que la guerre en Ukraine, une guerre par proxy des États-Unis avec la Russie, est perdue car l'industrie américaine est trop petite pour livrer assez d'armes à Zelensky. Trump veut que cela cesse. La balance commerciale des États-Unis est négative de 800 milliards de dollars. Trump veut la rééquilibrer, ce qui permettrait à l'industrie américaine d'augmenter de taille de 800 milliards de dollars, toutes choses égales par ailleurs. Les pays en excédent commercial vont donc subir la peine inverse, une diminution de leur industrie. Il s'agit de la Chine qui a un excédent commercial de 300 milliards de dollars avec les États-Unis. Il s'agit de l'Union européenne qui a un excédent commercial de 160 milliards de dollars avec les États-Unis. Avec bien sûr l'Allemagne en tête avec 60 milliards de dollars d'excédent, alors que la France, elle, a une balance commerciale légèrement déficitaire sur les biens. Trump va donc imposer à l'Union européenne, avec toute sa brutalité, les mesures pour réduire les exportations européennes vers les États-Unis et augmenter les importations. L'éventualité de droits de douane américains contre les produits de l'Union européenne, étant donné que le marché européen constitue un ensemble unifié, pourrait ainsi frapper indistinctement les économies des pays européens, qui sont pourtant assez divergentes les unes des autres. Si l'industrie allemande, encore en bénéfice vis-à-vis des États-Unis, bien qu'elle soit en grand déclin depuis 2022, est la cible majeure des éventuelles futures barrières douanières de Trump, l'industrie française, qui est depuis plusieurs décennies en déclin majeur, pourrait également subir ces mesures et se voir définitivement enterrée. Trump va sans doute jouer avec une hausse des droits de douane sur les produits européens pour faire reculer les importations. Ce qui sera préjudiciable à toute l'industrie européenne, industrie française comprise, alors que la France n'a pas d'excédent commercial à rééquilibrer. Notre appartenance à l'Union européenne sera donc une fois de plus toxique. Si nous ne faisions pas partie du grand ensemble européen, nous n'aurions pas de rééquilibrage de la balance commerciale à faire avec les Américains. Trump demandera sans doute aussi que l'Europe leur achète plus de gaz liquéfié pour équilibrer la balance commerciale. Ursula von der Leyen s'est déjà mise à genoux. Elle a anticipé en expliquant qu'elle était prête à acheter plus de gaz liquéfié américain. Problème, ce gaz américain arrive à un prix 5 fois plus cher en Europe qu'il n'est vendu aux États-Unis et 5 fois plus cher que le gaz russe. Le prix de l'énergie étant un élément de la destruction de l'économie européenne depuis 2 ans, la destruction de notre industrie va encore empirer. La France payera 2 fois une faute qu'elle n'a pas commise pour les excédents allemands. En restant dans l'Union européenne, la France est la coquille de l'histoire. Et il faudra en plus entendre la classe politique bêler en chœur. L'Europe nous protège. Bien évidemment, tout en voulant rééquilibrer sa balance commerciale, Donald Trump ne compte pas renoncer aux privilèges impériaux dont bénéficient les États-Unis d'Amérique depuis la fin du Second conflit mondial, à commencer par celui de l'utilisation du dollar américain dans la grande majorité des transactions commerciales du monde, mais aussi de l'extraterritorialité du droit américain. Ces menaces contre les BRICS, dans l'éventualité où ces derniers feraient usage de monnaies alternatives pour leurs transactions, ont confirmé ce dont personne n'aurait réellement pu douter. Le choc de compétitivité et de réindustrialisation voulu par Trump pourrait donc redonner un coup de fouet à la vitalité économique des États-Unis. En revanche,
Du côté de l'Europe, même si la victoire de Trump a pu être saluée par la plupart des forces dites de droite et pourrait mettre un coup d'arrêt à la propagation de l'idéologie woke, en revanche, en l'état actuel des choses, rien ne semble laisser entrevoir le début d'une politique qui pourrait enrayer le gigantesque déclassement économique des Européens et donc leur sortie progressive de l'histoire, à tout le moins tant que les dirigeants actuels de l'Europe, de plus en plus tentés par l'option brutale et non démocratique, tiennent fermement la barre. Bruno Retailleau s'agite pour montrer de la fermeté en matière d'immigration. Le ministre de l'Intérieur a signé une circulaire pour durcir les régularisations de clandestins. Renaud de Bourleuf. Bruno Retailleau remplace la circulaire Valls. Le changement n'est pas pour maintenant. Jeudi, le ministre de l'Intérieur a publié une circulaire sur l'accès à la régularisation des étrangers sans titre de séjour. Rappelons que ce type de document est un texte administratif destiné aux fonctionnaires sur les dispositifs à appliquer. Le texte ne change pas fondamentalement le droit, mais donne des précisions et des directives sur les lois déjà en vigueur. En l'occurrence, la circulaire Retailleau s'adresse au préfet. Elle abroge la circulaire signée par Manuel Valls en 2012, celle dont les agents de l'État se servaient pour régulariser plus de 30 000 clandestins par an. Je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale, puisque des clandestins, c'est bien l'immigration illégale, et de ne pas régulariser à tour de bras. Quelle est la portée de ce texte non contraignant ? La circulaire reprend le terme de Manuel Valls d'admission exceptionnelle au séjour et affirme qu'elle doit, je cite, revêtir un caractère dérogatoire et exceptionnel. Une admission exceptionnelle qui doit être exceptionnelle. Après ce pléonasme, Bruno Retailleau précise que le niveau d'exigence en termes d'intégration des étrangers à notre société doit être renforcé. Concrètement, les préfets sont appelés à veiller à ce que le clandestin candidat au titre de séjour respecte un certain nombre de principes de la République, tels que la liberté personnelle, l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore la dignité de la personne humaine. Autant de principes flous et mal définis que n'importe quel étranger pourra signer sans trop se poser de questions dans la charte d'engagement exigée. Autre demande du ministre, une attention portée à la maîtrise de la langue française. L'étranger devra avoir une certification, mais la circulaire ne précise pas les modalités de celle-ci, se contentant de donner quelques propositions comme un diplôme ou une certification par un organisme dûment agréé. L'appréciation sera laissée au préfet. Enfin, Bruno Retailleau évoque un délai de 7 ans et non plus de 5 ans comme indice d'intégration pertinent. Selon le texte, on peut donc être clandestin et intégré. La circulaire rappelle aussi le cas des étrangers travaillant dans les métiers en tension et les invite à se rapporter à la loi promulguée au début de l'année 2024, selon laquelle il faut 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois, dans un de ces emplois pour obtenir le titre. Pas plus de précision, puisqu'une liste des métiers en tension, réactualisée, doit être présentée au cours du mois de février. En somme, la circulaire Retailleau appelle explicitement à être plus stricte dans les régularisations, là où Manuel Valls promouvait une politique lucide et équilibrée. Mais ces simples directives ne changeront pas le pouvoir discrétionnaire des préfets. De nombreux parlementaires de différents bords politiques fustigent une gestion racisée ou une vague anti-immigration, mais ils peuvent se rassurer, ils se feront toujours livrer leur Uber Eats. Gang of Marseille, l'histoire du narcotrafic dans la cité phocéenne tourne depuis plusieurs mois à la faveur de la DZ Mafia. L'extradition du chef d'un clan concurrent depuis le Maroc rappelle que cette guerre du trafic se place dans un contexte résolument international. Une victoire à la Pyrrhus. Mardi, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, se félicitait de l'extradition de Félix Bingui, chef présumé du clan Yoda en France depuis le Maroc où il avait été arrêté en mars 2024. Un retour en France pour ce narcotrafiquant surnommé Le Chat, afin d'être jugé, rendu possible par la coopération entre Rabat et Paris. L'extradition du délinquant a été facilitée par une accélération de la procédure et a été réalisée par voie aérienne sous haute surveillance. Félix Bingui, chef et fondateur présumé du clan Yoda, est accusé de plusieurs crimes graves, notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, de transport, de détention, d'acquisition et de cession de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et de non-justification de ressources. Mais cette réussite en matière d'extradition pourrait bien avoir une importance très relative dans le milieu du trafic à Marseille. En effet, depuis l'arrestation du suspect à Casablanca en mars 2024 et même depuis quelques mois avant, son clan Yoda avait été supplanté par la DZ Mafia, une autre organisation qui contrôle le trafic de drogue dans la cité phocéenne et qui se développe de manière spectaculaire depuis la crise sanitaire qui a vu exploser la vente de stupéfiants. Son chiffre d'affaires serait de plusieurs centaines de milliers d'euros par jour.
Une guerre de gangs a opposé ces deux organisations pour le contrôle de la cité phocéenne. Et la bataille n'a pas commencé en France ou au Maghreb, mais en Thaïlande, pays très prisé des populations criminogènes issues d'Afrique du Nord sévissant en France. À Phuket, dans le sud du royaume, en février 2023, une altercation a opposé les chefs respectifs des deux gangs, Mehdi Laribi, alias Tik, de la DZ Mafia, et Félix Bingui, alias Le Chat, du clan Yoda. Cette bagarre a marqué le début d'une vendetta sanglante à Marseille, mais aussi dans d'autres agglomérations. L'hiver 2023 marquait donc le début d'un règlement de compte sanglant, alors qu'auparavant, les deux organisations cohabitaient dans le 14e arrondissement de Marseille, particulièrement dans la cité de la Paternelle. Les quêteurs de Yoda prévenaient ainsi souvent ceux de la DZ Mafia, des interventions policières montrant une forme de coopération entre les deux groupes. La guerre entre ces clans a mené une augmentation significative des homicides et fusillades à Marseille. En 2023, on a compté près de 49 morts et 123 blessés dans des violences liées au narcotrafic, avec une grande partie de ces incidents directement attribués à la rivalité entre les deux organisations. La baisse exceptionnelle du nombre de morts dans le cadre du narcotrafic en 2024 à Marseille, avec seulement 24 victimes, s'explique ainsi plus par une situation monopolistique de la DZ Mafia que par une quelconque réussite politique ou policière. Les hostilités ne se sont pas limitées à Marseille. Des membres du clan Yoda ont ainsi été assassinés en Espagne par des membres présumés de la DZ Mafia, illustrant l'internationalisation de ce petit conflit. Une internationalisation qui se lie aussi à travers l'arrestation de Félix Bingui du clan Yoda et parallèlement à l'absence d'arrestation de Mehdi Laribi de la DZ Mafia. Frédéric Ploquin, grand reporter et spécialiste du narcotrafic, expliquait mardi que ce dernier coule des jours heureux en Algérie. Sachant que le chef présumé de la deuxième mafia, lui, est en cavale en Algérie aujourd'hui, où il vit, grâce à ses moyens financiers colossaux, à peu près tranquillement, et que, comme vous le savez, les relations de la France avec l'Algérie ne sont pas les mêmes que celles de la France avec le Maroc. Et donc, c'est pas demain qu'on obtiendra, que la police ou que la justice française obtiendra son extradition de l'Algérie. La détérioration des relations entre Paris et Alger pourrait permettre au patron de la DZ Mafia de demeurer tranquille encore quelques temps, même si des rebondissements sont toujours possibles dans les sphères de la grande délinquance où un règlement de compte est très vite arrivé. Mais même l'arrestation de Mehdi Laribi pourrait être vaine car une jeune génération assurerait déjà l'intérim en France avec Amine O, 30 ans, dit Mamine, adolescent braqueur de la cité des Micouliers, Gabriel O, 29 ans, dit Gabi, ancien tueur à gages qui ferait office de DRH, et enfin la brute, Madi Z, narcotrafiquant de 34 ans. Les guerres d'autrefois dans le milieu marseillais avec la French Connection, puis entre Tani Zampa, Francis Lebelge et Jackie Lemat, ont laissé place à des conflits entre des factions d'un autre type. Désormais, la DZ Mafia connaît un conflit avec une autre organisation, la Black Mafia Family, intégrant ainsi une dimension ethnique à un conflit entre narcotrafiquants. Comme leurs ancêtres du milieu marseillais, ces organisations ne reculent devant rien et bénéficient désormais de moyens de communication démultipliés avec Internet et les réseaux sociaux dont ils se servent pour leur commerce mais aussi pour recruter des dealers, un poste lucratif qui rapporterait 300 € par jour, non imposé évidemment. La DZ Mafia étant, elle, son emprise et même affaiblie par sa guerre avec le clan Yoda, poursuit son chemin. On la retrouve ainsi dans des villes du Sud comme Nîmes par exemple, mais aussi jusqu'à Dijon ou Rennes. En novembre 2024, l'organisation a mis un contrat de 120 000 € sur la tête du directeur adjoint de la maison d'arrêt des Baumettes, prison où aurait été maltraité l'un des leurs. La DZ Mafia a développé un fonctionnement désormais proche de ceux des cartels sud-américains, toute proportion gardée, et ne se contente plus de travailler uniquement avec le Maghreb, développant des contacts avec la Ndrangheta calabraise ou encore la Mokro Mafia aux Pays-Bas. En plus de l'activité dans les stupéfiants, l'organisation se frotterait à d'autres formes de criminalité comme la menace d'extorsion, la mise en place d'une taxe DZ Mafia ou encore des activités de cambriolage. Certains prêtent même à l'organisation des ambitions politiques en infiltrant des partis susceptibles d'être aux affaires à Marseille ou tout au moins dans certains arrondissements, l'organisation pourrait pérenniser son activité. Il s'agira d'être attentif à l'identité des candidats dans la cité phocéenne et ses alentours lors des prochaines municipales. Un parti pourrait en tout cas être une cible évidente pour la DZ Mafia, dont le nom vient de Zahir, soit Algérie en arabe. Et passons à présent à l'actualité en bref en France.
Chronique de la tiers-mondisation, nouvel épisode. Le musée du Louvre connaîtrait une multiplication d'avaries et aurait atteint un niveau d'obsolescence inquiétant. C'est la directrice du musée Laurence Descartes qui tire la sonnette d'alarme dans une note adressée au ministre de la Culture Rachida Dati. Une note censée être confidentielle, mais largement évoquée dans la presse cette semaine. La conservatrice s'inquiète par ailleurs de variations de température mettant en danger la conservation des œuvres. Plusieurs pistes sont envisagées pour préserver le musée le plus fréquenté du monde avec plus de 8 millions de visiteurs au cours des 2 derniers exercices, parmi lesquels le déplacement de la Joconde dans une autre salle ou encore l'ouverture d'une seconde entrée en plus de celle de la pyramide. Les chefs d'État et de gouvernement français à la diète. Le Sénat a adopté mercredi, contre l'avis du gouvernement, un amendement au budget 2025 pour mettre fin à des dépenses en faveur de ces anciens responsables politiques estimées à 2,8 millions d'euros par an. Ces dépenses concerneraient pour les premiers ministres la voiture avec chauffeur et le secrétariat. Elles sont particulièrement élevées car la France compte 16 anciens premiers ministres, d'Édith Cresson, 90 ans, à Gabriel Attal, 35 ans. Le coût total des dépenses pour les chefs de gouvernement a atteint 1,42 million d'euros en 2023, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Les anciens présidents de la République sont moins nombreux puisqu'il ne s'agit plus que de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils sont, eux, dotés d'un véhicule avec chauffeur ainsi que d'un cabinet de 7 membres et de 2 agents de service. Les anciens chefs d'État ont également droit à des locaux meublés équipés aux frais de l'État et leurs activités en lien avec leurs anciennes fonctions sont prises en charge par l'État. Ces dépenses sont évaluées dans un rapport parlementaire à 1,32 million d'euros pour le seul exercice 2023. Feuilleton judiciaire autour d'un champion des crypto-monnaies. Jeudi à Châteauroux dans l'Indre, David Ballan, cofondateur de l'entreprise française de crypto-monnaie Ledger, et sa compagne ont été libérés par la gendarmerie 2 jours après leur enlèvement. Mardi, ils avaient été kidnappés à leur domicile. Une rançon avait été demandée en crypto-monnaie. Selon le parquet, le montant était important, sans donner plus de précision sur la somme en question. Une partie de cette rançon a été versée dans le cadre de la négociation, même si la majorité des crypto-monnaies ont été saisies et gelées par la suite. 10 personnes ont été placées en garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte vendredi, notamment pour enlèvement et séquestration en bande organisée, accompagnée d'actes de torture ou de barbarie, ainsi qu'extorsion avec une arme. Les grands classiques de la littérature adaptés sur grand écran à la sauce woke. Mercredi, le film Toutes pour une est sorti dans les salles obscures. Ici, D'Artagnan est une femme du nom de Sarah et les 3 mousquetaires sont 3 femmes avec un faux pénis entre les jambes, quelques poils sur le menton et un bandage à la poitrine. Et qui, bien sûr, ont une revanche à prendre sur les hommes. On assiste à une scène où des hommes nus et terrorisés demandent pardon aux redoutables mousquetaires féminines. Toutes pour une, mais personne pour elles. Le film ne déplace pas les foules. Seulement 1271 personnes pour le premier jour, soit en moyenne 8 spectateurs par cinéma sur l'ensemble de la journée. Le wokisme importé des États-Unis ne fait pas vraiment recette, mais Hollywood sait se montrer reconnaissant vers les Français qui adoptent son idéologie. Jeudi, la liste des nominations aux Oscars a été dévoilée et le film français Emilia Pérez de Jacques Audiard, sur un narcotrafiquant qui veut devenir une femme, détient le plus important nombre de nominations. Il est sélectionné dans 13 catégories, un chiffre proche du record de Titanic et de La La Land, et surtout un chiffre exceptionnel pour un film non anglophone. L'acteur principal Carlos Ghosn, connu sous le nom de Carla Sofia Ghosn, est nominé pour l'Oscar de la meilleure actrice. François-Xavier Bellamy saisit la Commission européenne. Le député européen a interpellé Bruxelles au sujet de la certification halal délivrée par la Grande Mosquée de Paris. Selon une enquête, cette certification génère des revenus importants pour l'institution, qui impose des frais pour divers produits européens exportés vers l'Algérie. Des frais variant de 2 à 10 centimes par produit, générant des revenus conséquents, mais son chiffre d'affaires déclaré de 1,7 million d'euros semble inférieur à l'estimation basée sur les volumes échangés. Plusieurs industriels dénoncent l'absence de contrôle réel. François-Xavier Bellamy dénonce le système de certification halal comme une taxe déguisée versée à une entreprise privée sans véritable contrôle. La Commission européenne a lancé une procédure de règlement des différends, malgré les assurances de qualité de la part de la Grande Mosquée. L'actualité internationale en bref. Aux États-Unis, Donald Trump s'active. Jeudi soir, la Maison-Blanche a annoncé que plus de 500 clandestins ont été arrêtés. Parmi eux, figuraient 4 membres d'un cartel vénézuélien et plusieurs clandestins reconnus coupables de crimes sexuels sur mineurs. L'opération s'est déroulée à Newark, dans le New Jersey. Une ville située à proximité de New York est dirigée par un maire démocrate notoirement connu pour ses positions pro-immigrationnistes. Mais ses opposants ne restent pas inactifs. Jeudi, un juge fédéral a suspendu le décret de Donald Trump remettant en cause le droit du sol au motif que le texte serait inconstitutionnel. Par ailleurs, il a gracié 23 personnes qui étaient poursuivies pour avoir participé à des manifestations contre l'avortement. Une décision prise alors que se tient vendredi à Washington DC une marche pour la vie. Le nouveau président semble faire un geste en faveur des démocrates en ordonnant la déclassification des archives sur les assassinats de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, du sénateur Robert
Robert Kennedy et du pasteur Martin Luther King. En décembre 2022, les archives nationales ont publié plus de 13 000 documents liés à l'assassinat de John Kennedy, mais la Maison-Blanche de Joe Biden a bloqué la divulgation de milliers d'autres, invoquant des raisons de sécurité nationale. Et sur la scène internationale, Donald Trump semble aussi jouer la carte de l'apaisement. Jeudi, il a évoqué sa décision prise lundi d'instaurer des droits de douane de 10% sur toutes les importations chinoises à partir du 1er février. Il affirme qu'il préférerait ne pas imposer ces droits de douane. Il déclare aussi vouloir reprendre contact avec le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un, le décrivant, je cite, comme un type intelligent. Bientôt la fin des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Un décret signé lundi par Donald Trump dispose que les décisions de sécurité nationale de Joe Biden devront être réexaminées et potentiellement abandonnées dans les 45 jours. Parmi ces mesures figurent celles qui avaient permis à la Commission européenne en 2023 de juger que la protection des données aux États-Unis était suffisante pour permettre le transfert de données transatlantiques. Si le décret de Joe Biden est révoqué, de nombreuses entreprises européennes devront cesser d'utiliser les clouds américains d'Apple, de Google, de Microsoft ou encore d'Amazon. Les conséquences pour les utilisateurs européens, notamment pour les entreprises, pourraient être catastrophiques. Attaque à l'arme blanche au Japon. Mercredi, un homme a attaqué 3 personnes au couteau à un arrêt de bus situé à l'extérieur de la gare de Nagano, à 225 km à l'ouest de Tokyo, dans le centre du Japon. Parmi les victimes, un homme de 49 ans est décédé et 2 trentenaires ont été blessés. Dans les médias locaux, l'assaillant a ciblé les personnes à l'arrêt de bus au hasard et a pris la fuite. La police est toujours à sa recherche. Les crimes violents sont rares au Japon, mais ces dernières semaines, plusieurs attaques ont eu lieu dans le pays. En décembre, un collégien avait aussi été poignardé. Début janvier, un homme a été arrêté après avoir blessé un autre collégien dans un restaurant McDonald's au sud-ouest du Japon. Puis le 10 janvier, une attaque au marteau a fait au moins 8 blessés dans un campus universitaire de Tokyo. Violence croissante à la frontière colombienne. Mercredi, le président colombien Gustavo Petro a demandé l'aide du Venezuela pour lutter contre les guérillas après une semaine de violence dans la région du Catatumbo, à la frontière entre les deux pays. L'Armée de Libération Nationale ELN, un groupe armé d'extrême gauche, s'affronte contre les forces armées révolutionnaires de la Colombie dans cette zone stratégique, riche en plantations de coca, principale matière première pour la production de cocaïne. L'ELN cherche à prendre le contrôle de routes de trafic de drogue, alimentant ainsi le crime organisé. L'attaque de l'ELN a fait au moins 80 morts, provoqué des dizaines d'enlèvements et forcé le déplacement de 36 000 personnes selon les autorités. Le Venezuela, accusé de soutenir l'ELN, est également pointé du doigt pour avoir offert un refuge à ses dirigeants et accuse la Colombie d'héberger les chefs du Tren de Aragua, un gang criminel de 5 000 membres. Face à cette situation, le gouvernement colombien a décrété l'état d'urgence et déployé 5 000 soldats dans la région du Catatumbo. L'appareil judiciaire a réactivé les mandats d'arrêt contre 31 leaders de l'ELN. Ce soir, Allô le 17 et demain dans le Samedi Politique, Élise Blaise reçoit le journaliste spécialiste des États-Unis Gérald Olivier pour évoquer le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche entre apaisement avec la Russie et guerre économique contre l'Europe. Dimanche, terre de mission et les conversations, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À lundi.